Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Je suis ravi de recevoir Stéphane Corcuf, qui est un spécialiste éminent de l'Asie et en particulier de tout ce qui concerne cette entité liminaire, pour reprendre la manière dont il en parle, qu'est Taïwan, qui, pour être liminaire, se trouve néanmoins au centre vraiment de toute une problématique, et cela rejoint dans une certaine mesure le cas de l'Ukraine. Je pense que Stéphane aura tout loisir de développer cette question-là, qui est tout à fait bien exprimée dans son article, duquel je suis tombé un petit peu amoureux, je dois le dire. Stéphane est politiste, sinologue, enseignant-chercheur à Sciences Po Lyon et au Centre d'études des langues Jean Moulin de Lyon 3. Et enfin, il est chercheur associé au Centre d'études français sur la Chine contemporaine de Hong Kong. Il a publié beaucoup, c'est une série impressionnante dont j'ai pu mesurer la longueur, d'articles et de documents divers, dont j'ai lu certains. Et je vais lui passer la parole rapidement. Je présente également Jean-Louis Truel, qui est à la Fondation Jean Jaurès le spécialiste du management international, spécialiste de la Russie, notamment en ce qui concerne les aspects interculturels et la coopération technologique internationale. Et il est donc aussi vice-président du cercle Kondratiev, un think tank qui rassemble des universitaires et des dirigeants d'entreprises œuvrant en Russie. Donc à la Fondation Jean Jaurès, il est donc l'expert du monde russe, appelons ça comme ça. Bien, Stéphane, alors peut-être peut-on commencer cette réunion-là en te demandant, mais ou vous, je ne sais pas, je dis vous ou tu, ça va, comme ça viendra, mais pourquoi donc est-ce que ces espaces liminaires, que c'est une caractéristique qui semble partagée par l'Ukraine et par Taïwan, pourquoi donc elles recèlent quelque chose d'insupportable par rapport, pour reprendre une expression, à leurs amères patries, si on peut dire cela. Qu'est-ce qui les rend, pourquoi est-ce qu'elles titillent tellement, ce qui est un terme gentil compte tenu de ce que l'on sait de la situation actuelle, mais pourquoi est-ce qu'elles sont insupportables par rapport à la Russie d'une part et à la Chine d'autre part? Donc, pourquoi sont-elles reçues, semble-t-il, comme des dangers mortels par ces empires que sont ces deux pays? Voilà ma question liminaire. C'est pour reprendre un terme que je viens d'utiliser. D'accord. Alors, ça va, vous m'entendez? Très bien. Oui, mais ça pourrait être mieux. Voilà, voilà, Alors je c'est bien. D'accord, OK. Alors Thierry, je vais peut-être, sans du tout vouloir, vous corri ou te corriger, juste, confirmer le mot que j'emploie moi-même qui n'est pas liminaire, mais liminal. Oui, liminal, pardon, oui. Voilà. Alors en fait, de cette petite, de ce petit changement de terme, d'ailleurs beaucoup de gens font cette petite erreur en lisant mes travaux. Donc je vais en fait en profiter, pour essayer d'expliquer un petit peu cette idée. Liminaire, bon, bah, ce serait quelque chose qui serait avant, en termes temporaires, hein, en termes temporels plutôt. Liminal, c'est plus la même notion. Ça vient pas du même mot latin d'ailleurs, ça vient du mot limen en latin qui veut dire, alors limen, L-I-M-E-N, qui veut dire le seuil. Le seuil, c'est l'endroit où on passe, l'endroit où on entre, l'endroit par lequel on sort. Et donc, en fait, c'est un endroit qui pourrait être considéré, si on va vite, en besogne, et surtout si on regarde les choses comme tiers, en faisant sien
le regard du centre sur sa périphérie comme un endroit qui serait marginal. Or, mon étude du monde chinois dans ses trois composantes principales, la Chine, Taïwan et Hong Kong, et en portant le regard sur Taïwan depuis très longtemps, mais ça peut s'appliquer en partie sur Hong Kong, m'a fait réaliser que ce territoire-là est tout sauf marginal, qu'il est tout sauf une marge et qu'il convient de ne pas le regarder en faisant sien sans distance critique le regard impérial du centre, qui est souvent d'ailleurs hautain, un peu prétentieux, qui est plein de superbe et qui va regarder cette marge avec un certain mépris qu'on va retrouver de manière générale dans toutes les activités humaines, quand on regarde quelqu'un d'éloigné ou, disons, de moins en moins soumis à son pouvoir, ou avec plus de différence avec la distance. Or, en fait, quand on étudie Taïwan en recentrant le regard sur Taïwan, c'est-à-dire en étudiant son histoire propre, son regard sur le centre, ce que cette île a à dire, la mémoire qu'elle en a, sa capacité d'analyse et la façon dont le centre réagit de manière souvent assez psychotique sur ce que le centre appelle la marge, on se rend compte que ce territoire est tout sauf marginal. Et donc, il m'a fallu trouver un autre concept pour essayer d'exprimer cette épaisseur extraordinaire de relations complexes qu'il y a dans les deux sens et que je vais un petit peu expliquer maintenant. Et en fait, j'ai trouvé, parce que je m'intéresse énormément à l'anthropologie depuis toujours, depuis mes années de thèse et même avant, dans l'anthropologie, un travail très connu qui vient de Victor Turner, en 1967, et qui s'appelle, c'est un livre qui s'appelle The Forest of Symbols, dans lequel il parle des cas de liminalité dans les sociétés humaines, concept qu'il emprunte à Arnold van Gennep, qui a publié un grand livre que du coup j'ai lu, même s'il n'est plus imprimé aujourd'hui, en 1909, et qui travaille sur ce qu'il appelle les rites de passage. En anthropologie, pour faire simple, les rites de passage, c'est ces rites qu'on met en place dans une société humaine quand un individu va quitter temporairement le groupe, et notamment quand il est jeune ou adolescent, pour par exemple devenir adulte. Il va passer un certain nombre de tests, d'épreuves, et va être placé temporairement dans une situation dépréciée, éloignée, un statut social entre deux. Et quand il aura satisfait à ces conditions, il va pouvoir réintégrer le groupe en tant qu'adulte. Voilà typiquement un exemple. Et en fait, Van Gennep et Turner, à la suite, va repérer dans le monde un certain nombre de ce genre de situations. Et Van Gennep, lui, va la généraliser à des choses comme, par exemple, un pot de départ. Un pot de départ, quelqu'un est en train de quitter une institution, n'est plus tout à fait dedans, n'est pas encore complètement dehors. N'est plus complètement dedans, n'est pas encore tout à fait dehors. Et du coup, un pot de départ, ça va être typiquement ce rite de passage. Alors en géopolitique, je reprends ce terme parce que je me dis que en latin, le mot limen a une notion, c'est une notion géographique, le seuil, qui est à la marge de. Mais c'est une marge efficiente parce qu'on va entrer et sortir par là. Bref, c'est un point de passage. Mais ce n'est pas suffisant. En soi, la liminalité telle que je la décris, en fait, c'est beaucoup plus. Et donc, je reprends ce concept en l'appliquant en géopolitique qui n'a plus du tout la même signification qu'en anthropologie. Donc, c'est vraiment très différent. Hein. Et à travers un cas d'étude d'un article que j'ai écrit il y a très longtemps sur Taïwan, très fourni sur la question, j'essaie de montrer qu'est-ce que c'est, à travers l'exemple taïwanais, en géopolitique, le fait d'être liminal. Alors tout à l'heure, de manière préliminaire, je l'ai dit un petit peu. C'est-à-dire qu'en fait, et pour ne pas passer de temps à théoriser, on va parler directement du cas de Taïwan. Taïwan, c'est une île qui est intégrée à l'empire mandchou, très tard dans l'histoire de l'empire chinois ou des empires chinois, si la Chine considère son histoire comme 50 siècles d'histoire, hein, puisqu'elle va jusque-là. Bon, mettons que ce soit 30 siècles pour être plus raisonnable, eh bien, l'intégration de Taïwan à l'empire mandchou, qui lui-même contrôle la Chine, on ne sait même pas par la Chine, va intervenir au XXVIIe siècle de l'histoire de la Chine, c'est-à-dire en 1684. Alors les Chinois nous disent toujours que c'est depuis les temps anciens, Zhonggu Shidai. En fait, ce n'est pas si loin que ça. Donc Taïwan est intégré
pour être plus honnête, 2 petits districts de la côte de la plaine, occidentale de Taïwan, le reste étant très montagneux, peuplé d'aborigènes qui sont, pour la plupart, pas du tout soumis, donc à l'impérium mandchou, et c'est cette partie de l'île qui va être intégrée de manière très lâche à l'empire mandchou, au XVIIe siècle. Voilà. Et puis, il va s'ensuivre une colonisation, qui avait d'ailleurs en fait commencé par la présence des Hollandais à Taïwan à partir de 1624, une colonisation par des colons chinois, qui sont essentiellement des jeunes hommes et célibataires qui vont traverser le détroit, se marier avec des populations indigènes, locales, autochtones, austronésiennes, et produire une population métissée dès le XVIIe siècle. Voilà. Et en fait, cette position est déjà marginale par rapport à l'Empire mandchou dans la mesure où c'est une île, qu'elle est très peu considérée par les Mandchous. Là, on a énormément d'informations là-dessus. Le degré de gouvernance va être très faible et le nombre de révoltes des Taïwanais et des aborigènes également d'ailleurs contre les Mandchous va être extraordinairement nombreux. Voilà. Mais en fait, au XXe siècle va arriver un nouvel épisode qui va complexifier cette histoire géopolitique. Et là, je peux vous dire, j'ai fait simple, parce qu'il y a déjà des choses très intéressantes au XVIIe siècle. C'est qu'en fait, Chiang Kai-shek, donc le président de la République de Chine, qui a été fondé à Nankin en 1912 et qui vient d'être victorieux de la guerre contre les Japonais, va perdre la guerre civile en 1949 face à Mao Zedong. Et lui, qui est le président de la République, c'est-à-dire du gouvernement central de la République de Chine qui est basé à Nankin, va se replier à Taïwan, qui est sa périphérie, qui en plus vient d'être récupérée en 1945 des Japonais, puisque l'île vient d'être 50 ans colonie japonaise. Donc là, on a tout d'un coup une partie éloignée de la République de Chine, qui est tellement intégrée tardivement que dans le Macmillan Book of China at War, qui est publié en 1947, 2 ans après l'intégration de Taïwan dans la République de Chine, on oublie encore de mentionner Taïwan dans la liste des provinces de Chine. Hein, c'est quand même important. Voilà. Donc cette île va devenir le repère, pas le repère, l'exil, c'est un mot très compliqué juridiquement, le point de repli de ce centre décentré qui va lui-même lutter contre Mao Zedong et la nouvelle République populaire qu'il considère d'ailleurs comme des bandits. Je vois que tu veux intervenir, Thierry, puisque j'étais un peu long. Il y a un mot qui m'est venu comme ça. On t'entend pas, Thierry. Oui, alors, attends, parce que Micro, voilà. j'ai un petit problème parce que là, comme ça, vous m'entendez mieux? Oui, oui, voilà. Bon, alors, allons-y. Oui, il y a un mot qui m'est venu en réfléchissant un petit peu à tout cela, c'est que Taïwan, c'est une sorte de laboratoire, une sorte de creuset où se sont opérés des changements qui ont été beaucoup dans la douleur. Et je pense en cela au film qui s'appelle La Cité des douleurs, qui montre bien à quel point l'intégration, comment dire, la venue des nationalistes de Chiang Kai-shek a entraîné des souffrances, n'est-ce pas? Et bien, euh, c'est un creuset, un creuset qui a vécu sa propre vie et qui est avec une grande richesse d'évolution, avec aussi des phénomènes appelons ça de créolisation, donc qui font que l'épaisseur ontologique, si je peux dire, de Taïwan est quelque chose qui est très fort et qui est bien entendu complètement ignoré par l'apostrophe la mère patrie, bon, et qui ne veut pas entendre parler de tout ça. Et c'est la même chose pour l'Ukraine, d'une certaine manière, parce que je ne veux pas exagérer les comparaisons, parce qu'il y a certainement beaucoup de différences entre les deux cas, mais en tout cas, il y a quelque chose peut-être d'insupportable, oui, dans l'authenticité de la vie de cette, entre guillemets, ce n'en est pas une, de cette excroissance que sont soit Taïwan, soit l'Ukraine par rapport à l'Empire central,
qui les considère comme quelque chose qui lui appartienne et qu'il convient de récupérer par tous les moyens possibles. Bon. Et donc, voilà, cette richesse-là est là et elle a été ignorée également en Ukraine, hein. C'est ce que le régime de Poutine ne peut pas admettre, c'est tout ce qui s'est passé qui va dans le sens d'une épaisseur de plus en plus grande du fait, ukrainien ou du fait, heu, taïwanais. Où est-ce que tout ça va nous mener? Quand bon, pour, revenir dans la enfin, pour revenir, pour, évoquer, disons, peut-être plus directement encore, les aspects géopolitiques de ces questions-là. Nous avons une guerre en Ukraine. Il semblerait que d'après, les analyses, que de cet article, de ce bel article, il semble que, on pourrait très bien, même avec toute la prudence dont est crédité, Xi Jinping, on pourrait très bien se retrouver à un moment ou à un autre, dans une situation où, la force serait employée avec toutes les conséquences que cela comporte. Mais je crois que dans ces 2 cas, on a 3 problèmes qui sont, disons, enchevêtrés et qui rendent, la situation extrêmement compliquée. Le premier problème, c'est ce que moi j'appelle ces États post-impériaux, qui n'arrivent pas à tuer, ce spectre de l'empire. Bon, le deuxième, c'est leur, comment dirais-je? Leur, dimension, néo-autoritaire comme en Russie où j'emploie le mot, de manière consciente et ça fait longtemps que j'y travaille, néo-totalitaire en Chine, ce qui est pas du tout la même notion, ni même le même degré de danger, je veux dire, pour les populations en question. Et puis la troisième dimension, c'est que l'Ukraine comme Taïwan sont des endroits liminaux. C'est-à-dire que c'est pas juste un tout petit bout insignifiant d'un ex-empire. Hem, donc heu, donc ces ex-empires, parce qu'ils sont hantés par leur dimension impériale et qu'ils sont néo-autoritaires ou néo-totalitaires, vont avoir sur ces territoires une attitude irrédentiste, c'est-à-dire qui refusent de reconnaître l'état des choses, leur libération, leur liberté, leur statut autonome et souverain. Et donc, par leur nature autoritaire et post-impériale, vont vouloir mettre la main dessus. Or, ces territoires-là sont ni l'un ni l'autre insignifiants. Ils sont extrêmement ouverts sur le monde, attirent énormément le regard du monde et en plus, euh, sont signifiants pour l'Empire lui-même au-delà de leur intérêt territorial. Par exemple, pour l'Ukraine, peut-être un intérêt agricole, minier, industriel, et en tout cas certainement territorial. Et puis géopolitique, bien sûr, puisque c'est l'une de ses frontières avec l'OTAN. Pour Taïwan, c'est moins un intérêt purement voilà, économique ou autre, c'est surtout deux choses. Hein. La Chine s'est convaincue, la Chine populaire s'est convaincue que Taïwan lui appartenait en dépit de tous les arguments historiques et juridiques que l'on peut trouver contre ce discours. Et puis Taïwan présente évidemment pour la Chine un énorme intérêt géostratégique, tout le monde le sait, en tant que, disons, accès direct sur le Pacifique, sur 300 km de côte. Voilà. Donc, comme on a dans les deux cas cette imbrication de facteurs, on est là clairement dans des endroits très dangereux. Et c'est bel et bien l'extraordinaire danger de la situation ukrainienne qui fait que les Américains n'interviennent pas. Ce n'est pas du tout paradoxal, tout le monde le comprend. Les Américains savent qu'en cas d'intervention directe, ils sont face à une puissance nucléaire. Pour plein de raisons, et pas que celle-là, c'est inenvisageable. Et puis, pour Taïwan, on sait aussi qu'évidemment, une guerre sur Taïwan signifierait l'arrêt de l'économie mondiale pendant longtemps. J'en profite d'ailleurs pour dire que l'un des liens entre ces deux crises, qui n'est pas apparu pour tout le monde immédiatement, qui je pense est en train d'être compris enfin, c'est qu'en fait, les Américains n'ont pas souhaité intervenir en Ukraine, pour plein de raisons, mais étonnamment parce qu'ils ne voulaient surtout pas être pris dans une guerre en Ukraine qui leur aurait retiré toute possibilité d'action immédiate
en cas d'attaque de la Chine sur Taïwan. Attaque qui n'est pas à l'ordre du jour là maintenant. Donc Elle n'est pourquoi pas à je dis l'ordre du ça? jour. Oui, oui, c'est vrai. Elle n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. Mais bien sûr, plus tard, c'est encore une autre question. Mais disons qu'il fallait pouvoir dire à Xi Jinping que les Américains gardaient toutes leurs forces disponibles et qu'en conséquence, évidemment, ils ne pouvaient pas imaginer aller attaquer Taïwan puisque les Américains donc seraient là. Donc le lien entre les deux crises, c'est celui-là, c'est que l'une ne procède pas de l'autre, mais que, évidemment, Xi Jinping peut observer notre attitude face à la crise ukrainienne, la façon dont les Russes s'y prennent et s'embourbent, et évidemment avoir ce message-là de l'attitude des États-Unis. Voilà. Donc ces deux crises sont des crises très, très, très significatives. Et vous disiez, Thierry, où va-t-on? Eh bien, j'ai l'impression que ces deux crises, comme par hasard, puisque la crise dans le détroit de Taïwan, en fait, elle est là, on n'est pas dans la guerre, mais depuis janvier 2020, on est dans la quatrième crise du détroit de Taïwan avec ces envois massifs ininterrompus d'avions militaires dans le détroit. Du coup, eh bien, c'est une question difficile que vous posez, vers quoi va-t-on? Mais comme ce sont véritablement ces deux post-empires, autoritaires ou totalitaires, irrédentistes, qui s'attaquent dans les deux cas à des régions liminales extrêmement, disons, des points de passage entre l'Occident et ces empires-là, il est possible que, quelle que soit l'issue en tout cas de la première des deux guerres, la deuxième n'a pas été déclenchée, qu'en fait on aille vers un effondrement de l'idée post-impériale. Ce serait souhaitable, parce que ça veut dire que si ça n'est pas le cas, évidemment, c'est-à-dire que la forme post-impériale va naître dans le monde d'aujourd'hui, de la guerre en Ukraine. Et c'est bien pour éviter ça que les Américains sont très vigilants à ne pas laisser un deuxième conflit s'ouvrir. Mais moi, ce que je pense, c'est que la planète évoluant dans une information généralisée, on peut évidemment être victime d'un Fox, etc. Mais ce que l'on voit bien, c'est qu'on soit pour ou contre, parce que certains sont pour cette attaque, évidemment, dans tous les cas, l'empire ou le post-empire russe n'arrive pas à ses fins de la manière dont il l'a pensé. Donc on peut espérer qu'il s'en suivra une décrédibilisation de ce genre de forme politique post-impériale, autoritaire, irrédentiste, et qui pratique une barbarie politique, comme on le voit en Ukraine à travers ces attaques. Ça serait peut-être rendre service justement aux populations de ces empires qui souffrent du caractère d'empire précisément du pays dans lequel ils vivent, puisque l'empire, ça s'analyse quand même pour beaucoup, selon moi, du moins, comme une systématisation d'un déni d'un passé qui est extrêmement douloureux. Je pense par exemple que pour la Chine, disons, si l'on voit ce qui s'est passé pendant l'ère maoïste, bon, et si l'on voit aussi qu'il est pratiquement impossible d'en parler avec liberté dans le pays, et donc ce qui signifie que les Chinois ne sont pas informés par rapport à ce qui est leur passé, bon, eh bien, il y a toute une espèce de réservoir de tragédie, etc., qui ne peut pas être mis sur le devant de la scène. Donc, et cela est quelque chose qui me semble particulièrement nocif pour la société d'une manière générale. Elle ne peut pas se libérer si on ne peut. Enfin, je ferai une analogie qui est certainement
pas très, très justifié sur le plan méthodologique, mais entre, disons, la psychanalyse individuelle et ce problème du déni généralisé qui me semble être consubstantiel à l'empire, hein. Donc on ne peut pas guérir de son passé s'il interdit de l'évoquer. Donc bon, une fois que je me suis lancé bravement dans ces analogies, donc je dirais que, bon, je reviens à cette question-là, heu et c'est peut-être, cette question, de géopolitique, heu, est-ce que c'est pas un petit peu optimiste aussi de Mmh. penser que ces systèmes, qui sont policiers, qui sont basés sur, le laogai, le goulag et cetera, pourraient en quelque sorte se détricoter un peu magiquement si jamais, les circonstances voulaient bien s'y prêter? En bon, voilà, et je poserai, la question peut-être sous cette forme-là ou sous une forme un petit peu différente à Jean-Louis Truelle. Donc, est-ce que, par exemple aussi, l'évolution à l'heure actuelle de la situation internationale à la faveur, de la guerre en en Ukraine ne provoque pas une réflexion, approfondie dans, les, milieux dirigeants, russes sur, les conséquences, nocives que pourrait avoir, bon pour, la Russie, un phénomène de vassalisation assez accentué de leur pays envers, heu, l'énorme Chine qui fait 10 fois plus d'habitants et qui a un PIB légèrement supérieur à celui de la Russie. Voilà, et je demanderai aussi après à Philippe, qui est lui spécialiste du monde indien, ce qui n'est pas rien puisqu'il est en nombre d'habitants, disons supérieur à celui de la Chine maintenant. Donc et bien, ce qu'il pense aussi de, cette, tectonique des plaques, qui est en train de se révéler, avec ce conflit international. Bon, alors j'ai posé des questions là, aux 3 en même temps, bon aux 2. Bon, Bah, peut-être, on on aborde avec Jean-Louis, oui, voilà, ce qu'il pense, de cette question-là, ces questions-là plutôt, puisque j'en ai mis un petit peu fourre-tout, l'une après l'autre et donc et on reviendra ensuite à, mmh, à donc la Chine, Taïwan. alors très, très, très brièvement parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Premièrement, je pense il y a une situation un peu particulière sur l'Ukraine, c'est que, indépendamment du fait que l'Ukraine, dans les mythologies russes ou l'état d'esprit russe, c'est quand même au départ aussi le berceau du monde russe, donc c'est aussi assez facile d'un point de vue, nationaliste de prendre parti là-dessus. Mais, l'Ukraine, c'est quand même un État qui est assez composite. Et il y avait une partie qui est quand même très russophone et ancrée sur la Russie. Alors, plus ancrée encore sur la Russie quand on va très fortement à l'est et pas du tout quand on va vers l'ouest. Et donc, il y a une séparation interne extraordinairement forte. Donc, je pense qu'il y a plus d'homogénéité à Taïwan qu'il y en a en Ukraine. Et c'est pour ça qu'à un moment, le pouvoir russe et un certain nombre de gens en Russie, et là qui étaient assez majoritaires, disaient d'abord la Crimée c'est à nous. Je veux dire, pour les Russes, la Crimée c'est pas un problème, hein, c'est russe. Le Donbass, c'est nos frères et c'est à nous. Et ensuite, disons, le reste, bon, c'est un État qui n'est pas très très solide, pas très stable. Donc, mais beaucoup de gens ne pensaient pas qu'il allait y avoir cette intervention massive. Et juste un point là-dessus, tous les gens que j'ai pu contacter depuis l'invasion ont été extrêmement surpris. Tous les gens qui étaient vraiment extrêmement bien informés, c'était une énorme surprise que Poutine veuille prendre la totalité de l'Ukraine. La position générale, c'est de dire qu'il va prendre la partie russophone, le Donbass, étendre un peu plus, et étendre Donetsk et Lugansk, et donc accaparer éventuellement la partie sur la mer d'Azov.
mais prendre une partie de l'Ukraine. Cette intervention jusqu'à Kiev a surpris tout le monde. Et là, on peut se demander quelle est la rationalité de ça, et si cette irrationalité ne va pas aller trop loin vis-à-vis des capacités que peut avoir la Russie. Donc ça, c'est le premier point. La question sur le fait que du côté des Russes, est-ce qu'il ne va pas y avoir l'impression d'être, je dirais, vassalisé par les Chinois? Ça fait longtemps, il y a plusieurs années qu'ils se posent la question. Et je pense que là, ils vont encore un peu plus se poser la question parce que, heu, à force d'avoir les sanctions ont complètement coupé en fait la Russie, enfin, est en train de couper la Russie du monde occidental, alors qu'il y a une partie des Russes qui étaient totalement intégrés sur ce monde occidental. C'est clair. Et là, ça va faire très, très mal sur cette partie-là de la population russe. Et il dit: «Mais on sort des relations avec les Américains ou les Européens où finalement on s'en sortait pas trop mal, pour tomber dans les relations avec les Chinois où on ne sait pas du tout où on va». Donc ça va créer dans une partie de la population, en particulier éduquée et orientée vers le monde, extérieur, un grand écart qui d'ailleurs va individuellement se résoudre par beaucoup d'émigration. Il y a énormément commence à y avoir beaucoup d'émigration de la part des Russes, éduqués. Et donc, sinon il y a une crainte pour un certain nombre de gens en Russie de dépendre encore plus de la Chine. Et là, j'ai une autre question qui est, là, sur Stéphane. Moi, je suis pas je connais pas bien la Chine, très, très, très peu, mais j'ai un peu l'impression que, cette, invasion de l'Ukraine, qui à mon avis n'était pas concertée entre Poutine et les Chinois, heu, met la Ouais, elle n'était pas Chine concertée. elle met la Chine dans une position difficile. Parce que, ça montre que les Ukrainiens vont faire enliser la Russie, vont complètement la faire isoler. Et c'est tel que je le vois, alors encore je ne suis pas du tout spécialiste, mais j'ai l'impression que c'est un message pour les Chinois de dire si vous faites la même chose sur Taïwan, vous allez avoir le même problème et vous allez vous couper complètement du monde extérieur. Donc j'ai un peu l'impression que la, c'est la question, est-ce que la Chine n'est pas très très gênée par cette situation? Voilà mes quelques réflexions sur ce point. Oui, qu'est-ce qu'en pense, Stéphane de cette, comment dire? De cette vision, là qui, est une des analyses, qui sont faites, je l'ai vu, au travers des différents articles que j'ai lus, une des analyses. L'autre analyse étant que finalement quand même, elle, elle, elle s elle se met, très clairement, sur le plan idéologique en particulier, du côté heu, de la Russie. La Chine se met du côté de la Russie, même si elle est gênée aux entournures ou plus qu'aux entournures par un certain nombre d'aspects, par les changements qui interviennent du fait de ce conflit. Par exemple, en ce qui concerne, la mécanique, assez subtile qui avait été mise au point pour les routes de la soie et qui va se trouver un petit peu bouleversée, par cette affaire, semble-t-il. Bon, qu'est-ce qu'en pense, Stéphane alors? Alors oui, bah, par rapport à ce qui vient d'être dit, que je trouve extrêmement, passionnant et très pertinent. Moi, j'ai peut-être 2 choses, la 1 à dire. La première, c'est que comme vous disiez à l'instant, il y a peut-être plus vous disiez à l'instant, il y a peut-être plus d'homogénéité à Taïwan. C'est intéressant parce qu'en fait, sur un plan, ethno-linguistique, non, en fait, puisque justement Taïwan est très divisé, jusqu'aux années 2010, même la fin des années 2010 jusqu'à 2016. Taïwan est très divisé entre les tenants d'une conscience chinoise qui vont, sinon, souhaiter, il y en a, hein, l'unification avec la Chine, du moins, en tout cas, repousser au maximum la fameuse proclamation d'un changement de nom du régime de République de Chine en République de Taïwan, ce que les gens appellent fort inexactement d'ailleurs, l'indépendance de Taïwan. Et puis de l'autre côté, les tenants de la conscience taïwanaise qui se disent bon bah nous la République de Chine qui nous vient de Chiang Kai-shek et de Nankin, ça ne nous intéresse pas, on est taïwanais, on veut pas d'unification, on veut même pas de ce régime de la République de Chine à Taïwan. Alors n'en parlons encore même pas de la République populaire de Chine. Et donc on souhaite un changement de régime et de nom de régime. La division entre ces deux camps-là, a été extrêmement violente
à partir des alors sur un plan, verbal, hein, bien sûr, il n'y a pas eu d'accrochage, physique, même si en 2004, le candidat John Choi à sa réélection lui a quand même tiré dessus pendant, la campagne, la veille de l'élection, hein. Voilà, mais en tout cas, depuis 1994, les choses sont allées de plus en plus donc dans la violence des échanges et ce qui semblait être l'irréconciliabilité, si je puis dire, des 2 points de vue. On était assez pessimiste, surtout enfin moi qui travaillais sur la psyché politique de ces 2 camps, quant à la possibilité qu'ils se, comment dirais-je? Que leurs points de vue se regroupent, se rapprochent. Sauf que, moi j'étudiais la taïwanisation de ces continentaux arrivés avec, Chiang Kai-shek et leurs descendants et que j'ai pu déceler très tôt en fait, chez eux, le mouvement de taïwanisation qui était à l'œuvre et c'est le sujet de ma thèse, que j'ai soutenue en 2000. C'est par cette crise identitaire qu'ils ont été dans la douleur obligés de prendre conscience qu'ils étaient en fait taïwanais de fait, hein, ces continentaux, parce que l'alternative, ben, en fait, c'était la Chine communiste. Alors certains ont franchi le Rubicon. Le Rubicon, c'est le cas de le dire, parce qu'ils sont devenus rouges, mais les autres, en fait, dans la douleur, se sont taïwanisés, et ça n'est allé que croissant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, et notamment derrière la personnalité assez, je dirais pas consensuelle, mais assez modérée d'une personne très intelligente, hein, c'est-à-dire la présidente Tsai Ing-wen aujourd'hui, qui est très compétente, très modérée dans son approche. Eh bien, en fait, elle a réussi, cette personne, à fédérer à la fois les continentaux modérés et les Taïwanais tenant de la conscience taïwanaise, mais pas pour la proclamation d'une république immédiate qui aurait pour effet de conduire la Chine sans doute à attaquer. Elle a pu réunir sous une forme de consensus taïwanais ces 2 composants. Et ce qui m'interpelle dans ce que vous venez de dire, qui est intéressant, c'est que finalement, si Taïwan est également divisé historiquement et pendant une bonne trentaine d'années sur cette question comme l'est l'Ukraine, qu'est-ce qui a fait la différence? Eh bien, c'est la démocratie. Alors, j'irai pas très loin vers là parce qu'il faudrait encore analyser de manière très scientifique comment la démocratie a servi de formule magique, de formule secrète, pour transcender ces différences et faire un creuset qui fait qu'on est passé de nationalisme ethnique des 2 côtés, ou ethno-linguistique des 2 côtés, à un nationalisme civique qui nous dit on est sur le même bateau. Alors évidemment, à l'aide de, enfin, en aide, venu en aide à cette recette démocratique, l'insularité de Taïwan et la menace violente, directe et brutale en fait de la Chine qui dispose aujourd'hui et qui dirige qui pointe des milliers de missiles sur Taïwan. Donc tout ça a aidé les Taïwanais à transcender leurs différences. On pourrait aussi rajouter la pression de la société civile, le niveau d'éducation de la population, son ouverture sur la société internationale, et puis peut-être aussi à l'époque de la dictature du Kuomintang, eh bien le degré d'éducation parce que cet État développementaliste et dictatorial n'a jamais sacrifié l'éducation, bien au contraire. Bon, quelles qu'en soient les raisons, il semble qu'on puisse dire que Taïwan a trouvé dans la démocratie non pas un facteur d'affaiblissement de sa cohésion sociale et citoyenne face à des tensions identitaires qui étaient par bien des égards redoutables, mais au contraire une solution comme un melting pot, quelque chose sur lequel il faut réfléchir dans la mesure où Taïwan y a réussi, c'est évident, parce que là, les tensions ont en grande partie disparu. Et du coup, Taïwan ne serait-elle pas en Asie une sorte de flambeau de notre démocratie qui, chez nous, tout le monde en conviendra, est fatiguée, on le voit par certains éléments, le populisme, l'abstention, bon, peut-être l'absence de la faiblesse de la représentation dans certaines. Bon, moi, je ne suis pas du tout de ceux qui disent que la démocratie est morte et qu'on est en dictature. Je trouve ça scandaleux et j'ai envie que les gens qui disent ça aillent faire un petit tour en Chine, qui voient un petit peu comment ça se passe. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que la question de la problématique de la réforme démocratique chez nous, qui est une vraie question, eh bien, Taïwan nous montre peut-être que ça vaut le coup parce que cette démocratie a tenu face à des divisions intérieures et permet une cohésion face à ce qui est la deuxième armée du monde, la deuxième économie du monde, et puis un empire belliqueux. Voilà, ça c'était la première idée. Pour la deuxième, je vais peut-être céder la parole, puis je reviendrai
tout à l'heure dessus, parce que je voudrais pas non plus trop mobiliser la parole. Je pense que Philippe Imbert a Non. aussi des questions à poser ou des commentaires à faire. Oui, j'allais lui poser, la question, afin comment, heu, ce miracle, comment dire, apporté par la démocratie comme solution à des problèmes de conflit entre des parties du tout, hein, au lieu d'une accentuation de ces conflits du fait de la démocratie, bon, comment voit-il ça, pour ce qui concerne l'Inde, qui est quand même un exemple Oui. de, comment dire, de diversité particulièrement probant, et comment les Indiens voient-ils ce qui est en train de se passer pas très loin, heu, en Europe, et ce qui pourrait se passer pas très loin non plus à Taïwan? Je te laisse la parole sur cette vaste Oui, question. alors d'abord, entre Chine et Inde, il y a des conflits, frontaliers. Il y en a un, au Tibet et puis sur, l'immense frontière de 1 500 kilomètres dans la partie nord-est. Ce conflit n'a pas du tout le même caractère que les 2 qu'on vient de parler. Il y a, du point de vue de la Chine, aucun, aucun souci émotionnel, de savoir si ces territoires appartiennent à la Chine ou non. Ce n'est pas du tout un sujet pour la population chinoise. Mais c'est un réflexe, en fait, anti-impérialiste et anticolonialiste ancien de la part de la Chine, de contester ses frontières parce que ne serait-ce parce que ces frontières ont été décidées par les Anglais. C'est un legs de la colonisation britannique qui avait, de manière un peu artificielle, euh, tracé cette frontière à ces 2 endroits. Bon, et dans la philosophie chinoise, c'est de bonne politique de remettre en cause ceci. Donc, c'est un réflexe, au fond, impérialiste ou anticolonial ancien. Bon. Il y aurait quelque chose qui ressemblerait, ce qu'on vient de dire, mais ça sera entre l'Inde et le Pakistan à propos du Cachemire. Parce que vu du Pakistan, le Cachemire a un énorme potentiel politique, émotionnel, etc., du même type que ceux qu'on vient de voir. Là, il y a un parallèle que l'on pourrait faire entre les deux. Alors, sur l'aspect comment se présente actuellement l'Inde dans ces conflits? L'Inde est extrêmement mal à l'aise, extraordinairement mal à l'aise. Pourquoi? Parce que depuis une dizaine d'années, toute la géopolitique indienne allait finalement vers l'Ouest pour des raisons idéologiques, culturelles, économiques, etc. La diaspora indienne aux États-Unis, la plus puissante des diasporas, etc., et la plus riche, bon, tout allait dans ce sens-là. Bon, mais patatras, l'affaire, les affaires dont on vient de parler en Ukraine, oblige l'Inde à redonner du poids finalement à son, je dirais pas son alliance, parce que c'est pas une alliance, en tout cas sa relation de coopération militaire extrêmement étroite avec la Russie, qui lui fournit 60 à 80% de ses équipements, et l'oblige donc à cet équilibrisme très, très maladroit et finalement qui montre une grande faiblesse de ce pays sur le plan géopolitique, et conduit à s'abstenir à l'ONU, à louvoyer pour ne pas critiquer les Russes, pour sauvegarder cette coopération militaire, et bien, avec l'espoir qu'elle avait de dire au fond, les Russes, ils vont nous protéger des Chinois. Dans le conflit possible, potentiel toujours entre Ouais. Chine et Inde, ils pensaient que la Russie aurait une action modératrice finalement vis-à-vis de la Chine. Et là, c'est pas ce qui se passe actuellement, ça va pas dans ce sens-là. Donc, ils sont pris à revers également sur cela. D'où grand mal à l'aise profond et une attitude alors, qui ne fait pas en Inde de gros titres dans les journaux. Euh, enfin, le gouvernement Modi n'est pas critiqué pour cet équilibrisme, parce que cet équilibrisme, finalement, euh, Consubstantiel. il est celui du pays depuis longtemps. Mais si les choses s'aggravent vraiment
pour la Russie, si la Russie est embourbée, devient de plus en plus critiquable, plus que ça, la position va devenir très difficile. Très bien, très bien. Alors, si je peux, je ne sais pas Thierry, si je peux reprendre Oui, la oui, parole. après? Il y avait une question en suspens qui était captivante, c'est l'attitude de la Chine donc par rapport à la Russie, hein. Notre collègue mentionnait l'inquiétude de beaucoup de Russes de voir leur pays, disons, entrer dans une forme de soumission par rapport à la Chine. Alors, bon, je pense que c'est vraiment l'une des questions géopolitiques les plus importantes du moment dans ce conflit. Voilà, je crois qu'elle est fondamentale et d'ailleurs ce que vient de dire Philippe Imbert nous montre que, bah, en fait, ce repositionnement des relations entre grandes puissances, vraiment, bah, en fait, il est important, on le voit avec l'Indochine. Alors ce que je voudrais dire là, c'est que en fait, effectivement, tout le monde l'a vu, la Chine essaie de louvoyer entre 2 positions, hein, le légitimisme, la collaboration, avec l'Occident pour protéger la souveraineté, la condamnation de l'invasion d'un État souverain, la protection des frontières, stabilité et cetera. Puis de l'autre côté, effectivement, on a beaucoup d'inquiétudes, voilà, de savoir si elle s'est entendue à l'avance, si elle avait été prévenue à l'avance, si elle a préparé, le terrain, si elle a préparé ses arrières et si elle va tirer, par profit de la situation. Beaucoup de choses sont spéculations, mais pas tout non plus. Alors je renvoie, nos peut-être les personnes qui verront cette vidéo, notre entretien, à, une émission qui date juste d'il y a 8 jours, 7 jours, la semaine dernière donc, avec, Florian Delorme sur France Culture dans l'émission, Culture Monde, où la question a été beaucoup travaillée entre nous 3, Florian Delorme, Valérie Niquet et moi, sur, les relations, Chine-Russie, avec cette guerre en Ukraine. Voilà. En fait, ce que moi j'essaye de dire, enfin de faire passer comme message, c'est que pour moi, la Chine n'a aucun intérêt aujourd'hui à avancer trop vite. Parce qu'elle ne peut pas, comme nous, prévoir l'issue de la guerre. Et l'obsession de la Chine, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, à la fois en termes de coopération internationale, de débouchés pour ses produits manufacturés à vendre et pour son approvisionnement en matières premières et en hydrocarbures, qui est absolument enfin, très important pour la Chine, comme d'ailleurs pour nous tous. Bon. De ce point de vue-là, il serait vraiment sot de la part de Xi Jinping d'agir trop vite dans un sens ou dans l'autre. Mais ce qu'on note, c'est que la Chine a tout à fait intérêt aussi, et même sans considération de la guerre en Ukraine, de préparer des formes alternatives de commerce international. D'ailleurs, elle s'y active de manière très claire, à la fois avec tous les ensembles sous-régionaux de coopération infrarégionale qu'elle met en place, son expansion l'expansion de sa marine militaire internationale pour comment dirais-je, sécuriser ses approvisionnements commerciaux ou le rapatriement de ses ressortissants en cas de problème. Et puis, effectivement, on a vu les Chinois et les Russes commencer à collaborer, pour l'instant à petite vapeur, mais ça pourrait se développer, sur des modes de transactions internationales qui permettent d'éviter de passer par SWIFT et ça date d'avant la guerre en Ukraine. Bon. Et du coup, je pense qu'en fait, la Chine, elle, n'a pas intérêt à dégainer ni trop vite, ni à dégainer tout court, parce que en fait, l'Occident et la Russie se font la guerre via l'Ukraine et la Chine n'a ni à tirer de balles, ni à dépenser de l'argent. Donc, elle serait bien bête de précipiter les choses. En gros, Xi Jinping peut prendre son whisky, siroter dans un grand fauteuil et regarder les gens s'entretuer en se disant comment vais-je tirer mes marrons du feu. Alors, l'humour est un petit peu déplacé dans cette situation, mais je pense que c'est un petit peu la situation. Il observe les choses et il est, j'ai envie de dire, tout aussi brutal. Peut-être même encore plus que Poutine. Il ne faudrait pas, dans cette histoire, opposer, comme certains le font, un Xi Jinping rationnel, modéré, stratège et calculateur, face à un Poutine qui serait brutal, violent, qui ne réfléchirait pas, etc. C'est juste grotesque, cette opposition. Xi Jinping n'est pas dans la position de celui qui lance la guerre aujourd'hui.
Mais enfin, si aujourd'hui la Chine était prête militairement dans le détroit de Taïwan, que le président américain n'était pas Joe Biden qui a dit et répété clairement qu'il interviendrait en cas d'attaque de la Chine et qu'il n'y avait pas la guerre en Ukraine, aujourd'hui, qui sait si la Chine ne mettrait pas, comment dirais-je, en application ce qu'elle a toujours dit qu'elle ferait, c'est-à-dire de libérer Taïwan par la force si les Taïwanais ne veulent pas accepter sa solution pacifique. Voilà. Donc pour l'instant, c'est vrai, hein, comme vous l'avez dit, la nouvelle est plutôt mauvaise pour eux, parce que Xi Jinping donc, peut voir les résistances, peut Ça voir dérange ses plans, oui. oui, se réorganiser, etc. Mais n'oublions pas que tout se fait sur un écheveau temporel à plusieurs temporalités qui Ouais. s'entremêlent. Aujourd'hui, la Chine n'est pas prête pour attaquer Taïwan, plus un autre facteur, la situation géopolitique globale n'est pas du tout favorable à cette intervention. Et je pense qu'elle l'est même de moins en moins, et qu'elle l'était de moins en moins sur cette tendance avant la guerre en Ukraine. Mais cela dit, le problème, c'est que dans 3 ans, 2 ans même, à la prochaine élection présidentielle américaine, dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, quelle sera la situation entre ces grandes puissances? Je ne peux pas le prédire. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que si les États-Unis sont emmenés un jour par un président américain vers un nouveau discours qui est de dire nos intérêts vitaux ne prennent pas en compte la protection de Taïwan, peut-être parce qu'on n'aura plus une dépendance aux semi-conducteurs faits par Taïwan, etc., ou que les Américains ne voient plus l'intérêt de défendre la démocratie, dont Taïwan est, à mon avis, un phare, parce qu'ils seraient engagés dans un nouvel isolationnisme. Si ces conditions-là changeaient, la guerre du détroit de Taïwan sera tout à fait possible, elle sera même probable. Parce que la seule chose aujourd'hui qui fait que cette guerre, les seules 2 choses qui font que cette guerre n'est pas là déjà en cours, alors que les Chinois donc s'y préparent depuis longtemps, c'est le fait que la Chine n'est pas encore préparée militairement pour obtenir une victoire rapide, sachant la difficulté de conquérir Taïwan et la préparation des Taïwanais, hein, parce que l'armée taïwanaise, ce n'est pas l'armée ukrainienne non plus, même si elle se défend de manière très valeureuse, l'armée ukrainienne. Et le deuxième facteur, c'est évidemment le parapluie militaire américain, de fait, qui n'a cessé de se préciser avec la présidence Biden et qui, à mon avis, sera l'un des quelques rares facteurs de stabilité du monde de demain. Je croise les doigts pour que ce facteur-là continue nonobstant. C'est vraiment très important que ça dure. Et Voilà. Et pour cela, il faudrait aussi que les États-Unis, résorbent, le déficit de crédibilité, qui résulte de leurs initiatives malheureuses, en Asie, bon et comment dire? De la façon aussi, dont ils ont quitté, le Pakistan, bon, et ce qui a beaucoup impressionné, semble-t-il, des puissances qui, pour n'être pas de la taille de la Chine, sont quand même assez fortes et je parle de celles qui composent, donc l'ASEAN, bon, qui observent avec minutie, tout ce qu'il se passe dans le sens, du renforcement ou de l'inverse de, la crédibilité américaine. Enfin, c'est du moins la vision que j'en ai. Bien, peut-être une dernière, question parce que là je m'aperçois qu'on a et je crois que, il y avait aussi un cours, qui devait être fait à 16:00. Je vais rentrer en République de Taïwan justement dans 4 minutes. Bon, Vous non, pouvez continuer à débattre, voilà, et puis je vais gentiment aller retrouver mes étudiants. bon, En tout cas, c'était passionnant, je vous remercie vraiment. La qualité de vos questions et l'intérêt de faire des comparaisons m'a apporté beaucoup. Voilà, peut-être je peux répondre à une dernière question très rapidement, mais je ne pourrais pas prendre trop de temps, voilà. non, une dernière, question alors de la part de Jean-Louis, si, je s'il, se sent comme, l'envie de d'approfondir encore, hein, bon, le problème que Je nous pense avons qu'il y a évoqué. il y aurait beaucoup de choses à approfondir, mais voilà, je suis assez d'accord avec Stéphane. Je crois qu'on l'a dit, il y a vraiment une invasion de l'Ukraine
tombe mal pour la Chine, va probablement poser un certain nombre de questions très, très, très fortes avec la Chine et ça va laisser encore la Russie encore plus isolée et ça va aussi poser vraiment des vraies questions de politique intérieure au niveau de la Russie pour pas tomber dans la dépendance chinoise. Donc le lien Russie-Chine, il va évoluer. On ne sait pas encore très bien comment, mais l'Ukraine, c'est un enjeu qui fait bouger ce lien qui est absolument majeur. Je suis tout à fait d'accord. Je suis très, très content de devoir partir sur cette phrase avec laquelle je suis très compétent. En tout cas, soyez sûr que cet enregistrement sera aussi un support de cours, puisque je le passerai à mes étudiants comme d'autres que vous avez pu faire. Merci beaucoup d'organiser ce genre de Non? petite rencontre informelle. Et puis, bah, pour celles et ceux qui regarderont cette vidéo, voilà, je suppose, Thierry, que vous mettrez des références en ligne, voilà, en même temps que la vidéo. Il y a toujours moyen aussi de me contacter par courriel. Je suis enseignant-chercheur à Sciences Po, vous l'avez dit, et donc j'ai un courriel institutionnel là, et je serai ravi de répondre à ces questions, sachant que cette année, nous aurons de nouveaux, nous en avons eu 2 l'année dernière sur Arte et M6, 2 nouveaux documentaires qui vont passer sur Taïwan. L'un le 24 avril sur LCP Sénat, et un autre qui est en prévision sur France 5. Donc de la matière extrêmement intéressante qui dénote un intérêt nouveau et approfondi de la presse française, des journalistes français sur Taïwan. Ça, c'est une très bonne chose. Notre niveau d'information sur la question va croissant et c'est heureux parce que possiblement nous allons aussi dans le détroit de Taïwan vers un conflit majeur si ça devait dégénérer. Voilà. Et nous aimons Taïwan. Et Je pense tous. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.